la prochaine présentation porte sur l'internationalisation des entreprises. Elle sera faite par Félix Zonying. Qui est-il? Certains dans la salle le connaissent déjà. Pour d'autres, on devrait dire qu'il est titulaire d'un PhD en administration de l'Université du Québec à Montréal. Félix Zonying est professeur de comptabilité financière à l'Université du Québec en Outaouais et chercheur rattaché au groupe de recherche sur la performance, le GRP. Spécialiste des marchés financiers, ses travaux portent, entre autres, sur la performance des entreprises cotées, les opérations de fusion-acquisition, le financement des entreprises minières, les mécanismes de gouvernance des organisations privées et publiques et leur impact sur la performance de celles-ci, ainsi que sur les stratégies de divulgation en matière de performance organisationnelle. Félix. Merci. Vous ne m'avez pas encore écouté, mais bon, merci de m'applaudir. Merci. Alors, donc, bon après-midi. Merci de rester avec nous. Merci de nous rejoindre pour ceux qui le font à l'instant, de nous accompagner dans ce voyage exploratoire au cœur d'Africa et de ses diasporas et de voir surtout comment ces diasporas, effectivement, peuvent contribuer au développement de l'Afrique et, je dirais, des Caraïbes, des Antilles et autres. Et alors, ma présentation aujourd'hui, en fait, qui porte sur l'internationalisation des PME canadiennes et l'apport, en tout cas la contribution substantielle, le rôle médiateur de la diaspora. Pourquoi est-ce que je la propose? C'est parce que très souvent, on a l'impression que ce que la diaspora fait pour les pays de départ, c'est juste envoyer de l'argent pour des baptêmes, envoyer de l'argent pour des deuils et autres. La diaspora fait bien plus que ça et il est question ici de montrer la contribution, la réelle contribution économique de la diaspora au développement des pays parce que la diaspora fait beaucoup de choses. Et je choisis un domaine ici, il y a tellement de domaines. Je choisis un des domaines où on va pouvoir voir de façon concrète ce que la diaspora fait. C'est au niveau de l'internationalisation des entreprises qui sont canadiennes en Afrique. Alors, qu'est-ce que la diaspora fait? Comment est-ce que la diaspora incite ces entreprises à y aller? Comment la diaspora s'arrange à s'assurer que ces entreprises investissent au bon endroit et surtout que le profit soit partagé, que le profit ne soit pas exporté totalement, mais qu'il y ait une valeur ajoutée qui soit apportée comme ça pour tout le monde. Donc, le moment, c'est de ça qu'il est question. Et la présentation va donc se faire à deux niveaux. La première partie il va être question de présenter à peu près c'est quoi le portrait de l'internationalisation des entreprises canadiennes en Afrique. Et ces entreprises-là qui vont en Afrique, c'est pour quelles raisons et quelles sont les idées qui sont là derrière. Et la deuxième phase, ça va être de voir maintenant concrètement comment la diaspora s'implique, quel est le rôle qu'elle joue. Donc, on va commencer par regarder pourquoi est-ce qu'une entreprise en général va s'internationaliser. Il se trouve que quand une entreprise naît, elle fonctionne, elle se développe. Pour qu'une entreprise survive, il faut qu'elle soit pérenne, pour qu'elle soit compétitive. Toutes les études montrent, et c'est pas seulement en Afrique, c'est pas seulement au Canada, c'est pas juste en Europe, partout dans le monde, il y a deux facteurs essentiels pour la compétitivité. C'est l'innovation et l'internationalisation. Je m'explique. Quand on est sur un marché où les parts de marché deviennent de plus en plus faibles, il y a une forte concurrence. Si on veut se démarquer, si on veut créer plus de valeur ajoutée, si on veut faire plus de chiffre d'affaires, on a le choix entre deux choses. Soit on innove, on fait quelque chose que les autres ne font pas, donc on va au-delà de ce que les autres, de ce qu'ils font, donc ça c'est l'innovation, ou alors on va chercher de nouveaux marchés. On sort du précaré où on est, on va dans d'autres pays, on va dans d'autres horizons, on va créer de nouveaux marchés là-bas. Et ce sont ces deux pistes-là qui permettent à une entreprise de gagner plus de parts de marché, de gagner plus de chiffre d'affaires, d'avoir plus de compétitivité et de gagner en pérennité. Donc c'est pourquoi ce sont les deux facteurs que l'entreprise sur lesquels, ce sont les deux leviers sur lesquels l'entreprise va agir si elle veut grandir. Donc, raison pour laquelle la plupart des entreprises, quand elles le peuvent, elles vont tout faire pour s'internationaliser, puisque c'est le volet qu'on va regarder. Et si on prend le cas des PME canadiennes, on va... Alors, une étude que nous avons menée avec quelques collègues et moi, il y a quelques années, au niveau du Québec, les PME québécoises qui s'internationalisent en Afrique montrent que celles d'entre elles qui vont en Afrique, c'est à peu près 14,5%, et quand elles vont à l'international, le chiffre d'affaires, la part de leur chiffre d'affaires qui provient des activités internationales, c'est un peu plus de 46%. Pour vous montrer à quel point, quand on s'internationalise, ça prend une part importante dans l'activité des entreprises. Alors, côté innovation, puisque je vous parlais des deux blocs, les entreprises québécoises qui vont faire de l'innovation, les PME québécoises qui vont faire de l'innovation et qui sont présentes en Afrique, il y en a à peu près 9%. Et la part de leur chiffre d'affaires qui provient de ces activités d'innovation-là est de 23%. Donc, ça montre à quel point les deux facteurs sont importants au niveau du développement des entreprises.
Alors maintenant, pour vous convaincre de ce que ce sont deux facteurs importants dans la compétitivité, quand on regarde les PME québécoises qui sont compétitives, quand on regarde à l'intérieur, on va se rendre compte que 31% de ces PME-là sont celles qui ne font pas d'activité d'internationalisation, et alors que 69% de ces PME-là sont des PME qui sont à l'international. Donc, on regarde à l'échelle de toutes les entreprises qui sont compétitives, et curieusement, plus de 2/3 sont celles qui font de l'internationalisation, donc ce n'est pas un hasard. Et donc, la suite, au niveau de l'innovation, c'est pareil. Quand on regarde celles qui sont compétitives, on va voir que 66% sont celles qui innovent, alors que seulement 34% sont celles qui n'innovent pas. Donc, tout ceci, c'est pour convaincre de ce que l'innovation et l'internationalisation sont deux piliers, deux leviers essentiels pour le développement, pour la pérennité, pour la croissance d'une entreprise. Maintenant, on va aller plus loin. On va regarder maintenant les différentes formes d'internationalisation que ces entreprises ont quand elles vont sur le continent. Alors, l'internationalisation, peut-être pour définir rapidement, c'est l'expansion d'une entreprise au-delà de ses frontières géographiques. Je suis une entreprise canadienne, je fais des affaires au-delà du Canada, je suis en train de m'internationaliser. Et maintenant, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être juste l'exportation, dans ce sens que je vends à des gens qui sont au-delà du Canada. Ça, c'est la forme la plus faible de l'internationalisation. Ça peut aussi être que je noue des alliances, des coopérations techniques, d'assistance technique avec des structures qui sont à l'international, ou alors j'apporte un soutien technique à des structures qui sont à l'international. Ça, c'est une forme un peu plus avancée. Ou encore, je peux faire des alliances stratégiques, dans ce sens que je m'associe avec un partenaire ailleurs. Donc, j'ai une compétence, j'ai un capital, ce qui peut être un capital financier, industriel, technologique, et puis je m'associe avec une structure qui est basée en Afrique, qui est basée en Asie, un peu partout, pour qu'ensemble, on se mette ensemble pour faire soit une joint venture, soit un partenariat stratégique, et puis opérer sur ce territoire. Soit parce qu'il connaît bien le territoire, et moi, j'apporte le financement ou la technologie, on se met ensemble. Donc ça, c'est également une autre forme avancée de l'internationalisation. Et enfin, la forme la plus avancée, c'est celle de l'investissement direct étranger. Donc, c'est l'implantation. Donc, je vais carrément à l'étranger implanter une filiale, une succursale, une antenne. Donc, on voit qu'en fait, internationalisation, c'est faire des affaires avec l'étranger, mais ça peut se faire sous plusieurs formes. Je peux juste exporter ou importer. Je peux également faire des alliances stratégiques. Je peux également faire de l'assistance technique ou je peux carrément m'implanter. Et ce sont les 4 formes qu'on retrouve au niveau des PME canadiennes qui s'implantent en Afrique. Alors, maintenant, on va regarder comment cette internationalisation des PME canadiennes en Afrique, en quoi c'est une source de compétitivité, à quel point ça leur permet de rester en vie, et pas seulement, mais de gagner plus de points de croissance que leurs homologues qui sont juste restés au Québec, qui sont juste restés au Canada, mais qui ne se sont pas délocalisés vers le continent. Alors, d'après l'étude que nous avons menée au niveau, je généralise au niveau du Canada, mais ça a été fait avec un échantillon de PME québécoises, à peu près 3000 PME. Quand on regarde de façon précise, on voit que dans les 5 dernières années, les entreprises qui ont eu un taux de croissance de leur chiffre d'affaires de 0 jusqu'à 10%, quand on regarde ces entreprises-là, on va voir que la plupart d'entre elles, ce sont celles qui ont eu des activités à l'international. Celles qui n'ont pas d'activités à l'international, mais qui ont quand même eu une croissance de leur chiffre d'affaires entre 0 et 10%, sont de 27%. Alors, celles qui ont exporté seulement à l'étranger sont de 38%. Et puis, celles qui ont eu une autre forme d'internationalisation autre que l'exportation sont quasiment de 33%. Donc, si on prend toutes les formes d'internationalisation, ça nous fait quasiment 72% d'entreprises qui sont dans un chiffre d'affaires qui a cru de plus de 0 à 10%. Quand on regarde celles qui ont eu un chiffre d'affaires qui a cru un peu plus que 10%, donc une croissance à plus de 2 chiffres, de 10 à 25%, on va voir que seulement 21% de ces entreprises qui ont connu une croissance de leur chiffre d'affaires au-delà de 10 jusqu'à 25%, seulement 21% sont celles qui n'ont aucun lien avec l'international. Le reste, 79%, sont des entreprises qui ont une relation avec l'international. Et puis finalement, quand on regarde les entreprises qui ont connu dans les 5 dernières années un taux de croissance de leur chiffre d'affaires qui va au-delà de 25%, c'est pas rien. Donc, on voit un chiffre d'affaires qui croît quasiment à plus du quart. Alors, quand on regarde la structure, on n'a que 12% qui n'ont pas touché à l'internationalisation, dont l'écrasante majorité, la quasi-totalité, sont des entreprises qui se sont internationalisées. Une autre preuve de ce que cette internationalisation-là apporte quelque chose d'important, quand on a regardé sur la période de la crise financière, crise économique, 2008-2010, donc la période d'instabilité, vous savez, quand il y a une crise économique, ça va mal pour tout le monde. Même les entreprises qui autrefois se portaient bien, c'est une période qui est difficile, qui est pénible pour tout le monde. Donc, quand on regarde une période comme ça où c'est difficile, on essaie de voir quelles sont celles qui résistent le mieux.
Alors, on a regardé sur cette période-là, quelles sont les entreprises qui ont quand même connu une croissance de leur chiffre d'affaires malgré la période de turbulence. On se rend compte que celles, bien entendu, à droite, le bleu, ce sont les entreprises qui se sont internationalisées autrement. Au milieu, ce sont celles qui ont exporté. Et à gauche, ce sont celles qui n'ont aucun lien avec l'internationalisation. Donc, on voit que celles qui n'avaient pas de lien avec l'internationalisation sont très peu nombreuses, qui ont quand même connu une croissance de leur chiffre d'affaires. Quand on regarde celles qui ont connu une stabilité de leur chiffre d'affaires malgré la turbulence, la plupart sont celles qui étaient en internationalisation. Très peu sont celles qui n'étaient pas en internationalisation. Et enfin, quand on regarde à l'extrême droite, quelles sont les entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires pendant la période de crise économique? On va voir que celles qui n'étaient pas internationalisées sont les plus nombreuses à avoir connu une dégringolade incroyable, pendant que celles qui s'étaient internationalisées sont très peu à avoir perdu du chiffre d'affaires. Donc, en conclusion, oui, s'être internationalisé sur le continent, s'être délocalisé a permis à beaucoup d'entreprises de gagner en croissance et, dans le pire des cas, de stabiliser leur chiffre d'affaires ou alors d'enrayer la chute, d'enrayer la baisse du chiffre d'affaires quand ça allait vraiment mal. Alors, ça, c'est la première partie où il était question de voir c'est quoi le portrait, c'est quoi la réalité de ces PME canadiennes-là qui s'internationalisent sur le continent. Maintenant, on va regarder c'est quoi le rôle de la diaspora à ce niveau-là. Qu'est-ce que la diaspora a joué comme rôle? Donc, on va voir que pour arriver à ça, pour arriver à cette forme d'internationalisation, tout ça c'est beau, mais maintenant il y a des défis. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se lève un matin pour dire je m'internationalise. Il y a un certain nombre de défis, des défis qui sont d'ordre interne et qui sont d'ordre externe. Il y a des facteurs endogènes, il y a des facteurs exogènes. Et on va donc voir que c'est à ce niveau-là que la diaspora va jouer un rôle important. Parce que pour s'internationaliser, il faut régler un certain nombre de problèmes. S'internationaliser, ça pose des problèmes au niveau, bien entendu, les obstacles qu'on va avoir au niveau de l'internationalisation, c'est que pour s'internationaliser, comme j'expliquais, il y a tout un processus. Il faut connaître le partenaire local, il faut prendre du temps, il faut discuter, négociations et tout ça. Et ça, c'est difficile. Il faut savoir quel est le produit que je vais proposer là-bas. Un produit qui fonctionne ici ne va pas nécessairement fonctionner là-bas. Donc, il faut être sûr que ça s'arrime aux besoins. Il faut également s'assurer que le coût va être intéressant, que ça corresponde au pouvoir d'achat. Il faut s'assurer d'une qualification du personnel. Donc, ça, ce sont des obstacles qu'on va voir à l'intérieur de l'entreprise. Il y a, à l'externe, il va y avoir d'autres obstacles. La suite. Alors, on va avoir, non, voilà, on va, s'il vous plaît, vous rentrer un peu. D'autres problèmes qu'on va avoir, ce sont les différences culturelles et linguistiques, parce qu'il n'y a pas qu'une distance géographique entre le Canada et l'Afrique, il y a aussi une distance culturelle. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Il va y avoir également les lois et réglementations qui vont pas être les mêmes, les capacités de financement, les mécanismes et tout ça. Donc, et c'est là où la diaspora entre en jeu. Avec tous les obstacles qu'on vient de voir, parce que c'est internationalisé, on vient de voir, je n'ai plus besoin de vous en faire la démonstration, on voit que c'est payant, on voit que c'est gagnant. Mais pour le faire, ça prend des habiletés, ça prend des aptitudes, ça prend d'être préparé. Et cette préparation, dans cette préparation, on rencontre beaucoup d'obstacles. Et c'est ici que la diaspora entre en ligne de compte. Et c'est ici où on va le voir que la diaspora a joué un rôle important, a permis un accompagnement intéressant et surtout s'est arrangé pour que les affaires soient gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, on va poursuivre avec le rôle de la diaspora africaine à ce niveau-là. Alors, déjà, regardons la répartition de la diaspora africaine. Bon, pour nous, l'Afrique, c'est de Tanger au Cap, hein, donc c'est vraiment Afrique noire, Afrique blanche, c'est toute l'Afrique. Donc, c'est pourquoi j'ai pris les chiffres de la Banque mondiale qui en fait, habituellement, a cette habitude de couper l'Afrique subsaharienne et puis l'Afrique du Nord et Moyen-Orient ensemble. Je réconcilie les deux. Si on prend l'Afrique subsaharienne, regardons la répartition de la diaspora déjà. 65% de subsahariens migrent vers d'autres pays subsahariens déjà. C'est déjà pas mal, donc ils restent en Afrique subsaharienne, magnifique. 16,9%, donc à peu près 17% sont en Europe, 7% en Amérique du Nord et près de 8% sont en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Si on prend de l'Afrique du Nord, 59% d'entre eux migrent toujours en Afrique du Nord, dans d'autres pays, donc Tunisie, Libye, Égypte, Maroc et autres. Mais 27% sont en Europe, 8% en Amérique du Nord, et puis il y en a très peu en Asie, dans les deux cas, 1,5, 1,8%. Donc voilà à peu près la répartition déjà. Donc on va voir que pour ce qui nous concerne l'Amérique du Nord, que ce soit l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique du Nord, on a à peu près 7 ou 8% d'entre eux qui se retrouvent en Afrique du Nord. Donc c'est de ces gens-là qu'on parle, quelle est la contribution qu'ils apportent. Et bien entendu, le parallèle peut être fait pour la diaspora qui se retrouve également en Europe ou en Asie. Donc on va continuer pour voir. Alors comment cette diaspora-là arrive à œuvrer? Elle arrive à œuvrer à travers un concept qu'on appelle
le transnationalisme, qui est en fait un concept qui parle de la capacité pour des migrants, de s'établir quelque part et de créer des ponts, de créer des liens, qui sont des liens économiques, des liens sociaux, des liens politiques. Et c'est à travers cette possibilité-là, cette capacité de s'intégrer où ils sont, qu'ils vont être capables d'aider leur pays de départ, et qui vont être capables d'être des ambassadeurs, qui vont être capables d'être une plateforme ou une interface pour le développement de leur pays de départ. Donc, comment est-ce qu'ils vont fonctionner? On va regarder concrètement pour le cas du Canada, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va regarder sur 3 points. Comment cette diaspora est œuvrée au niveau des échanges commerciaux, au niveau des investissements et au niveau du transfert des technologies et des compétences. Au niveau des échanges commerciaux, les études réalisées dans les dernières années montrent que sur une période de près d'un quart de siècle, on a essayé de regarder les échanges entre l'Afrique et le Canada. On s'est rendu compte que pour une croissance de 10% de la population africaine au Canada, ça correspond à 1 point de croissance de plus des exportations du Canada vers l'Afrique. Donc, plus de 10% des immigrants africains au Canada, il y a une corrélation significative. Ça engendre à peu près 1% d'exportation du Canada vers l'Afrique. Mais mieux encore, ça engendre au moins 3% d'importation de l'Afrique vers le Canada. Donc là-dessus, il y a quelque chose qui se fait. Il y a quand même il y a une relation qui se crée. Et bien entendu, ceci, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que la diaspora, en ce moment-là, joue un rôle important pour faire les affaires au départ ou à destination du pays d'origine vers le pays d'accueil. Puisque cette diaspora est capable d'être le bon ambassadeur des produits et services. Tout à l'heure, on l'a évoqué, Destiny évoquait le fait que si on s'en tient juste aux médias, ça va mal. On a l'impression que quand on regarde l'Afrique, Caraïbes, Pacifique, il n'y a que de la misère. On a l'impression que c'est l'enfer sur terre. Alors que la réalité est tout autre. Et quels sont ceux qui peuvent témoigner de cette réalité-là? C'est cette diaspora qu'on a ici sur place qui peut dire non, en réalité, ce que vous voyez, ça ne fonctionne pas comme ça, qui peut nuancer. Et donc, c'est cette diaspora-là qui aide donc la population d'ici à être capable de comprendre, apprécier les produits et les services de leur pays de départ, à tel point qu'une accumulation de cette diaspora-là se traduit significativement par une augmentation des exportations et des importations au départ ou à destination de ces pays. Ça, c'est au niveau des échanges commerciaux. Maintenant, au niveau des investissements, on va rentrer légèrement. Voilà. Là aussi, les réseaux de la diaspora influencent les investissements d'ici vers leur pays. Dans ce sens que, quand on veut faire un investissement, quand vous voulez aller quelque part, la première chose que vous regardez, c'est vous essayez d'avoir le maximum d'informations possibles. Qu'est-ce qui marche là-bas, comment ça fonctionne? Donc, avec une diaspora très présente ici, ça réduit ce qu'on appelle en finance la symétrie d'information. Ça réduit le coût d'accès à l'information. Donc, les investisseurs d'ici qui veulent aller là-bas sont capables d'avoir immédiatement à proximité de l'information de première main, de l'information de première source, ce qui leur permet d'apprécier plus facilement. Donc, ça réduit leur coût de transaction, leur coût d'information, et donc ça augmente le niveau des investissements. Et bien entendu, cette diaspora-là va jouer ce rôle-là de façon encore plus accrue lorsque c'est un pays qui n'a pas encore gagné la confiance des investisseurs. Il y a des pays qui sont mis sur le radar. Vous allez voir peut-être sur le site d'affaires mondial Canada, on va vous dire tel pays c'est tout rouge, il ne faut pas y aller, il y a des terroristes et tout. Alors que tous les jours on y va, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais parce que si on regarde juste l'information générique, générale, ça ne marchera pas. Alors le fait d'avoir une diaspora également, et on va être capable de convaincre les gens de ce que non, c'est différent de ce que vous avez. Donc ça aussi, ça va jouer un rôle important au niveau de la migration des investisseurs. Et enfin, on va voir au niveau du transfert de compétences et des connaissances, très important. Un des aspects de l'internationalisation, je le disais tout à l'heure, ce sont des alliances stratégiques. Dans ce sens que, plutôt qu'une entreprise internationale vienne s'implanter sur place, fait des affaires, monte des profits, et s'en va avec le taux, il va être question de s'associer avec une structure qui est locale. Et c'est là où la diaspora joue le plus grand rôle. Et j'ai l'un d'exemples qu'on pourra échanger tout à l'heure quand on va entrer au niveau des questions-réponses. La diaspora va s'assurer que le partenaire canadien qui a l'expertise technique, qui a la technologie, qui parfois le financement, va s'associer avec un partenaire local qui, lui, connaît le terrain pour qu'ensemble, ils puissent faire cette affaire-là et qu'à la fin, chacun ait une partie de son bénéfice. Et c'est à ce niveau-là qu'en général, une bonne partie de l'implication de la diaspora se joue là, dans le choix du partenaire. Parce que vous savez, un partenaire d'affaires, c'est comme une épouse, hein, c'est-à-dire que c'est un partenaire pour longtemps. Donc, c'est l'une des décisions les plus difficiles à prendre dans la vie. Donc, un partenaire d'affaires, c'est important de bien screener et tout. Et donc, quelqu'un qui va vous aider là-dedans, c'est vraiment la diaspora et qui va vous aider à tout. Parce que
la facilité, c'est que le gars de la diaspora, il est sur place avec vous ici. Donc, c'est un peu comme la caution, la garantie. Donc, c'est quelqu'un qui va vous trouver le bon partenaire. Et puis, s'il y avait problème, la proximité, le fait qu'il soit sur place, ça permettrait de régler beaucoup de choses. Donc, de ce point de vue-là, la diaspora va beaucoup servir dans le cadre de ces alliances stratégiques-là. Et chaque fois qu'il y a alliance stratégique, ça nécessite nécessairement qu'il y ait partage d'informations. Et donc, ça fait que le partenaire canadien forme le partenaire local, transfère la technologie au partenaire local, transfère la connaissance. Et ça, c'est gagnant. Parce que juste venir développer et s'en aller, ce n'est pas très nord-américain. Les nord-américains, on a cette culture-là, au Québec, au Canada, d'aller, de faire gagnant-gagnant et de transférer la culture, transférer le savoir. Donc, voilà à peu près les axes sur lesquels la diaspora va souvent s'impliquer et qui va apporter des résultats qui sont probants. Un exemple rapide que je prends pour terminer, en ce moment, avec Femmes et Sœurs de la Côte-Nord, on a un projet avec le Sénégal où on a des femmes entrepreneurs qui sont magnifiques, qui ont des idées incroyables. Elles sont dans la riziculture, elles font dans l'aquaculture, elles ont des hectares et des hectares de terrain qu'il faut développer, mais parfois elles butent face au problème du financement. Vous savez que le coût du financement, l'accès au financement, c'est les plus gros problèmes des entrepreneurs dans ces localités-là. Alors qu'on a à la Côte-Nord des femmes qui ont la technologie nécessaire pour ce type d'activité parce qu'elles ont l'habitude de le faire peut-être à moins grande échelle. Elles ont le financement déjà avec EDC, BDC et autres. Et donc, en ce moment, on essaie de les apparier pour que les unes et les autres viennent avec le capital financier, le capital technologique, et les autres viennent avec la connaissance du terrain. Et ensemble, on va faire des affaires intéressantes. Et puis, ça va être gagnant-gagnant. Donc, ça fait maintenant un peu plus d'un quart d'heure que je parle avec vous. Donc, comme on dit en affaires, j'espère qu'on a livré la marchandise. Merci. Merci, Félix, pour appuyer ce qu'il vient de dire. Je pense que l'internationalisation des entreprises ressemblera aussi à un site de rencontre. Ça aide à trouver de bons partenaires.